Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'abord que la salle soit pleine, parce que l'intervenante vaut vraiment le coup. Et je vous conseille aussi la personne qui va suivre, Véronique Meur, qui est un sujet extrêmement intéressant, et par une personne qui a un niveau scientifique de même niveau que Catherine. Alors Catherine Ney, on la connaît depuis longtemps, elle travaille à l'université de Clermont, elle fait de la recherche, elle est enseignante, elle fait des livres. Tu as des livres ? Oui, d'accord. D'accord. Donc il y a des livres extrêmement pédagogiques. Elle fait des émissions de radio, de télévision certainement. Oui, à peu près. Et elle a un mari, des enfants aussi. Donc je ne sais vraiment pas comment elle fait. Et elle a un blog. Et... Ah oui, j'ai appris ça, que tu chantais, tout à fait. Donc c'est une personne qui a beaucoup de cordes à son arc. Mais aujourd'hui, on m'a fait venir, c'est pour parler de l'intelligence des âmes. Non, pas pour chanter. Non, ce soir, parce qu'on préfère retenir le beau temps ou l'absence de pluie. D'accord, c'est noté. Non, on réinvitera. Non, on diverge. Le sujet, c'est l'intelligence des âmes. Alors, pourquoi ce sujet-là ? Parce qu'on en parle énormément dans tous les médias, dans tous les bouquins, et on dit, j'allais dire un petit peu tout et n'importe quoi. Et il arrive un moment où il faut remettre les choses à l'heure, remettre les pendules à l'heure, savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est du domaine scientifique, et savoir ce qui est du domaine de l'interprétation de chacun, ou pire, des médias. Donc, je pense que c'est ça. Donc je laisse la parole, parce qu'elle sera beaucoup plus intéressante que moi. Merci beaucoup. Et puis c'est une personne qui a surtout la passion de son métier, et qui passe beaucoup de temps à faire de la vulgarisation, et de façon extrêmement accessible, et ça on apprécie beaucoup. Donc, merci Catherine d'être venue. Et voilà la parole. Merci à vous. Donc, puisque je n'ai pas le droit de chanter, on me bride, je vais vous parler de biologie et de l'intelligence des arbres. Donc, comme l'a dit Robert, mon métier c'est enseignante-chercheuse. Ça veut dire que je fais de l'enseignement, je transmets des connaissances en botanique à des étudiants. Et puis, je fais de la recherche dans un laboratoire de recherche qui travaille sur l'arbre. Ce laboratoire, il y a son logo ici. C'est une unité mixte de recherche. Ça veut dire qu'elle a 2 tutelles. L'université, moi je suis sous cette tutelle-là, je suis universitaire. Et l'INRAE, donc j'ai des collègues chercheurs purs à l'INRAE. Et le nom du labo, c'est le PIAF. P-I-A-F. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, on ne travaille pas sur les oiseaux, mais on travaille sur les supports des oiseaux, donc sur l'arbre. Et PIAF, évidemment, c'est un acronyme qui, puisque vous êtes assis, je peux vous donner sa signification. Ça veut dire physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce laboratoire, c'est d'abord un laboratoire pluridisciplinaire. Il y a des physiciens, physiques, il y a des physiologistes qui étudient le fonctionnement des arbres, des biologistes comme moi. Et puis, intégratif, ça veut dire que tout ce qu'on étudie, on essaye de l'intégrer à l'échelle de l'arbre pour comprendre le fonctionnement de l'arbre dans son ensemble. Le A, vous avez compris, c'est l'arbre quand même, donc ça c'est le modèle commun à toutes les équipes du labo. Et le F, en environnement fluctuant, c'est-à-dire qu'on étudie en fait les capacités des arbres à percevoir les facteurs de leur environnement, et ces facteurs fluctuent tous les jours, à l'échelle de l'année et à l'échelle du pluriannuel. Donc, par exemple, dans mon équipe, on travaille sur le vent et la gravité, donc les facteurs mécaniques de l'environnement. Et on essaye de comprendre comment un arbre perçoit le vent, comment il pousse dans le vent, comment il apprend dans le vent, et comment il se redresse s'il est incliné par un coup de tempête un peu trop fort, comment il va retrouver la verticale. Alors je mets en avant les travaux de mon équipe, parce que dans la conférence, vous allez voir à un moment, je vous présente ces travaux de manière succincte. Alors on y va, la question est posée, les arbres sont-ils intelligents ? Est-ce que ça marche ? Ah voilà, ça ne marche pas, parce que mon ordinateur ne l'est pas. Et périodiquement, il se coince, alors il faut juste lui dire vas-y, voilà, ça y est, il est reparti. Voilà. Alors, intelligence, d'abord le mot, qu'est-ce que c'est que le mot ? Je regarde dans le dictionnaire, tout simplement. Le mot a été construit avec 2 racines latines, inter et ligere, entre et cueillir. Cueillir dans le sens choisir. Choisir entre 2. Comparer, apprécier. Et finalement comprendre. Ça, c'est l'évolution du mot à travers les âges. Quand on regarde de plus près la définition, l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales
qui ont pour objet la connaissance. C'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des actions en fonction des circonstances, en fonction du problème auquel il est confronté. C'est la capacité de saisir une chose par la pensée. Voilà ce que je trouve dans les définitions du dictionnaire. Et donc vous aurez compris que la définition de l'intelligence dans les dictionnaires et depuis toujours, elle est liée à l'intelligence humaine. Il n'y a pas d'autre définition que l'intelligence humaine. Ça, c'est le premier point à avoir en tête, parce que quand on se pose la question de l'intelligence, de manière sous-jacente, c'est est-ce qu'ils sont aussi intelligents que nous ? Alors, pas de définition autre qu'humaine, et en même temps, il y a plein de travaux chez mes collègues éthologistes, c'est-à-dire les gens qui étudient le comportement des animaux, les neurosciences également, qui montrent bien qu'on sait maintenant que les chevaux sont intelligents, les dauphins sont intelligents, votre chien, j'ai pas mis le chat, mais le chat aussi, enfin, etc. Même le poulpe est intelligent. Donc l'intelligence, finalement, on est en train de voir qu'elle dépasse les frontières de la définition humaine. Alors pourquoi pas les plantes ? Pourquoi pas les arbres, qui sont des plantes particulières ? Et d'ailleurs, ce concept de l'intelligence des plantes, l'intelligence des arbres, vous le savez aussi bien que moi, c'est devenu la grande mode depuis à peu près les années 2017, date de la sortie d'un livre de vulgarisation qui a eu un grand succès. Je ne l'ai pas mis dans les photos, mais vous voyez à quoi je pense. Et en tout cas, voilà le film qui a été tiré de ce livre, L'intelligence des arbres. Bon, il y a des sciences et avenir, des bouquins, plein, voilà, des magazines, des débats, des radios, tout ce que vous voulez. C'est pléthore. Donc, ce concept devenu très médiatique, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pas de définition de l'intelligence autre qu'humaine, et en tout cas pas chez les plantes, et ça ne date pas d'hier. Enfin, ça date même d'avant-hier. Parce que cet a priori est vieux comme Aristote. J'aurais pu dire vieux comme Hérode, je ne me trompais pas trop. Aristote, on est 4e siècle avant Jésus-Christ. Et dans ses écrits qui nous sont parvenus, en particulier De Anima, Aristote décrit l'âme, ce qu'il appelle le souffle vital, comme l'acte premier d'un corps organisé. Anima, et cette âme, il va distinguer 3 niveaux d'âme. Il fait une classification de différents types d'âme, et il met tout en bas les plantes. Les plantes ont une âme, mais une âme qui ne leur sert qu'à se nourrir, à grandir, à végéter. C'est une âme nutritive. Au-dessus des plantes, il place les animaux, tous les animaux, qui en plus de l'âme nutritive, ont une âme sensitive. C'est-à-dire que les animaux, eux, sont capables de sentir le monde, de percevoir le monde. Les plantes ne le sont pas, d'après Aristote. Et tout en haut, bien sûr, vous l'aurez deviné, il place l'homme. L'homme qui a à la fois l'âme nutritive, végétative pour se nourrir, pour respirer, l'âme sensitive pour percevoir le monde, et l'âme intellective pour réfléchir, pour communiquer, etc. Et ces niveaux hiérarchiques des âmes, c'est ancré dans notre mémoire collective de manière très prégnante, vous allez voir jusqu'à nos jours. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu des passeurs, fameux de cette pensée-là, et j'en ai pris que 2 pour vous montrer que les passeurs étaient ici liés à la religion. Les 2 grandes religions monothéistes ici, l'islam et la chrétienté, avec le prophète Averroès à gauche et saint Thomas d'Aquin à droite, qui ont, dans leurs écrits, dans leurs paroles, transmis cette idée que l'homme était au-dessus de tout, au-dessus des animaux, eux-mêmes au-dessus des plantes. Et donc, quand je vous dis que cet a priori a traversé les siècles jusqu'à nous, regardez même dans nos mots de tous les jours, ou même dans les mots médicaux, voilà ici un homme, on décrit son système nerveux, et on va décrire une partie du système nerveux comme étant le système nerveux végétatif. Végétatif, c'est en lien avec les plantes, hein, qui ne bougent pas. Le système nerveux végétatif, c'est ce qui fait tous les automatismes de votre corps, les mouvements de vos intestins, etc. Quand on est dans le coma, quand un homme n'a plus ni la parole ni la conscience, on dit qu'il est dans un état végétatif, comme une plante, comme une courge. Végéter tous les jours, être un légume de votre adolescent allongé sur le divan, sans sensibilité ni mouvement actif, sans autre forme possible d'intelligence, voilà des mots qui sont liés au monde végétal et qu'on a collés
sur des états pas très sympathiques quand même de l'homme. Heureusement, la recherche, alors je dis récente et en même temps, c'est une recherche qui est héritée à peu près d'il y a 150 ans. Le premier grand chercheur physiologiste végétal, c'est Darwin, qui commence lui aussi à montrer que les plantes sont capables d'autre chose que de végéter. Et puis, on va dire, dans les 50 dernières années, où cette recherche végétale, elle explose. Et elle explose parce qu'il y a plein de disciplines différentes qui se mettent à s'intéresser aux plantes, la physique, la biologie, l'informatique, les mathématiques, etc. Et dans les laboratoires actuellement, c'est plus des laboratoires où il n'y a que des biologistes ou que des matheux, etc. C'est vraiment pluriel. Et donc, cette recherche, elle vient re-questionner cet a priori, et elle est venue abattre cet obstacle épistémologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc qu'on croyait depuis toujours, et tout d'un coup, on change de paradigme, on change de mode de pensée, et on se met à voir les plantes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, je vais vous montrer, des êtres hypersensibles, et peut-être dotés d'une certaine forme d'intelligence. Alors, toujours pareil, pour savoir de quoi on parle, y a des chercheurs qui se sont employés à définir l'intelligence. Alors je vous rassure, tout le monde n'est pas d'accord, hein, je ne peux pas vous donner une définition de l'intelligence carrée. Mais par exemple, ici, j'ai emprunté les mots de Jean Piaget, qui était un grand chercheur en psychologie du développement, de l'enfant en particulier. Et lui voyait l'intelligence comme une simple modalité d'une fonction beaucoup plus générale, qui est l'adaptation. L'adaptation au milieu et aux contraintes du milieu dans lequel vous vivez. Et il définit l'intelligence comme l'état d'équilibre maximum entre un organisme vivant et son milieu. Donc il y a vraiment cette notion d'environnement, de problèmes quotidiens, de contraintes quotidiennes liées à l'environnement dans lequel vit l'être vivant, pour lequel on se pose cette question, est-il intelligent ou pas? Et puis, il dit aussi, l'intelligence mobilise une capacité à traiter l'information pour faire face à ses problèmes, pour faire face à ses contraintes. Traiter l'information, quand on cherche ce que ça veut dire, eh bien, on retombe dans le domaine des neurosciences. Et les différents modes à travers lesquels un système traite l'information, ces différents modes, on appelle ça les processus cognitifs. La cognition, c'est la connaissance, si vous voulez. Mais les processus cognitifs, c'est donc tous les moyens que nous avons, qu'ont les êtres vivants pour traiter l'information qu'ils reçoivent. En vrac, je vous mets quelques mots comme ça qui sont dans ces processus cognitifs, la perception, l'attention, la sensation, la mémoire, l'apprentissage, le langage, la communication, etc., etc. Alors évidemment, en une heure, on ne va pas aller voir si tous les mots collent au monde des plantes, mais je vais vous montrer quand même qu'il y a quelques-unes de ces entrées qu'on retrouve parfaitement dans le monde végétal. Donc c'est la question que je pose, les arbres, les plantes, ont-ils des processus cognitifs? Alors je vais commencer par la sensibilité. Pourquoi? Parce que la sensibilité, c'est d'elle dont découle tout le reste, en fait. Et parce que pour résoudre un problème, il faut d'abord le percevoir, ce problème. Il faut le sentir. Et donc cette sensibilité, je vais vous montrer ce que c'est, ça va être le fait de percevoir une information et d'y répondre de manière adaptée. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans les livres de biologie. Hein. La sensibilité, alors attention, c'est bien, je parle bien de la sensibilité biologique, non pas la sensibilité émotionnelle, celle qui vous fait pleurer devant un film triste ou en lisant un roman mélancolique. Non, la sensibilité biologique, c'est la capacité des êtres vivants à percevoir des informations, des stimuli, des choses qui les stimulent, à travers les sens. Derrière la sensibilité, il y a la notion de sens. Par exemple, je vais aller vite, mais vous connaissez chez nous théoriquement les 5 sens, puis je vais vous montrer qu'il y en a un petit peu plus quand même dans le monde vivant. Mais par exemple ici, cette image, elle vous présente la vue avec l'œil et l'ouïe avec l'oreille. Donc il y a chez nous, chez l'homme, des organes des sens, qui sont en fait des organes qui concentrent tous les récepteurs de la perception, du signal. Dans l'œil, c'est au niveau de la rétine que nous avons des cellules sensibles à la lumière, les cônes et les bâtonnets. Dans l'oreille, nous avons des cellules ciliées, nous avons des cellules sensibles aux vibrations de l'air, le son. Donc ces récepteurs traduisent la réception de l'information sous forme d'une information électrique, et cette information électrique, elle circule à travers notre système nerveux
jusqu'au cerveau qui traite l'information, qui intègre tous les signaux qu'il reçoit et qui va commander une réponse. Si par exemple je vois Robert qui m'accueille pour la conférence et que je le vois qui s'enfuit, ma réaction ça va être mais qu'est-ce qu'il fait Robert? Donc là j'ai une réaction en voyant mon interlocuteur qui s'en va alors que je l'attends pour m'installer pour la conférence. C'est un exemple comme ça, entre autres. Et donc la réponse c'est une sensation. C'est-à-dire la vue, je vous vois, vous me voyez, les informations circulent entre vous et moi. L'ensemble de la perception du signal et de la réponse à ce signal, c'est ça la sensibilité. La sensibilité, c'est l'ensemble perception plus réponse. Ok ? Les sens, c'est donc les systèmes de récepteurs de la perception qui sont concentrés dans des organes. Et ces organes des sens, ces sens, le renseignent à cet animal sur le monde qui l'entoure. Et grâce à ces sens, il a ce qu'on appelle une vie de relation. Ça veut dire qu'il est en relation avec l'extérieur, avec le monde et avec les espèces qui l'entourent. Alors les sens, si je vous demande quels sont vos sens, vous allez me répondre. Je vous écoute. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et vous allez dire, mais on est content, il y en a 5. Donc ça, c'est ce qu'on disait, vous êtes à peu près en retard de 200 ans, à peu près, hein, mais c'est bien, parce que c'est ce qu'on apprend aussi à l'école, et c'est vrai, vous allez les retrouver, ces 5 sens, ils sont là. On en a d'autres, on a par exemple le sens de l'équilibre. Le sens de l'équilibre qui est très important pour me permettre d'être debout devant vous aujourd'hui, et même vous, assis sur vos chaises sans tomber par terre. Ce sens de l'équilibre, je vais vous en parler aussi dans la conférence, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Ok ? Bon, et donc l'essence maintenant, pour vous donner des vraies notions de biologie, on les classe, non pas, c'est plus 5 sens, on va les classer selon la nature du stimulus, la nature de l'information. Et il y a 3 grands types d'informations dans le monde. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 3. La première, c'est tout ce qui est signaux électromagnétiques. Et dans les signaux, alors je vous vois faire, c'est quoi ça? Mais c'est la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. D'accord ? La lumière visible, mais aussi la lumière que vous ne voyez pas, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons gamma, les rayons X, etc. Tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques. Et donc là, j'ai remis la vue pour que vous soyez rassurés, elle y est bien là. Hein. La lumière, j'aurais dû mettre visible. Mais voyez aussi que chez les animaux, on a tout à fait étudié des systèmes qui permettent aux oiseaux, aux abeilles, aux cétacés de percevoir les champs magnétiques ou bien de percevoir les champs électriques. Deuxième grande catégorie de stimuli au pluriel, les signaux mécaniques. C'est les signaux mécaniques sur lesquels justement je travaille. Et tout ce qui va concerner la mécanoperception, la perception de ces signaux mécaniques. Et là, il y en a. Il y en a, et encore la liste n'est pas complète, mais c'est là où vous retrouvez votre ouïe, puisque l'ouïe, le son est une vibration de l'air qui vient faire vibrer mécaniquement votre tympan, ce qui entraîne des mouvements de petits osselets dans votre oreille, etc. Donc c'est complètement mécanique le son. Vous avez celui que j'ai évoqué, le sens de l'équilibre. Alors j'ai mis graviperception et proprioception. J'ai pas bien fait mon travail. Ah si, il est juste en dessous, pardon. Et puis vous avez aussi tout ce qui tourne autour de la perception, enfin du moins de l'expression de la douleur, la sensation de la douleur. Tout ce qui est aussi perception de la température, chaud-froid, c'est lié à des récepteurs mécaniques dans votre peau et dans votre corps. Et la troisième grande catégorie de signaux, c'est tout ce qui est chimie. La chimie, et c'est la chimie, vous savez, qui fait tourner le monde. Elle ne fait pas que tourner Total ou d'autres boîtes chimiques. La chimie, c'est ce qui fait la vie. Donc les signaux chimiques, tout ce qui est de l'ordre de la chémoperception, la perception des signaux chimiques, vous retrouvez bien sûr notre goût et notre odorat, et tout ce que je vais vous montrer après, donc toute cette perception de molécules chimiques, qu'elles soient dissoutes dans l'eau, c'est le goût, ou volatiles dans l'air, c'est l'odorat. Alors, encore une fois, les arbres, les plantes, est-ce qu'ils et elles sont capables d'exprimer ces sens? Alors, je vous montre une première chose, je vais vous montrer le sens mécanique. Je ne vais pas vous montrer tout, mais je vais focaliser sur le sens mécanique, qu'on peut qualifier de sens du toucher, parce que c'est exactement la même chose chez nous. Hein. Alors, vous connaissez ces 2 vidéos, il faut que je descende, je vais les faire tourner. Elles sont sur YouTube ou sur le net, en libre accès. Vous avez ici la sensitive et à droite la dionée. La sensitive, c'est cette petite plante qui, lorsqu'on lui caresse les folioles, les petits morceaux de feuilles,
se replie instantanément sous la caresse. C'est pas accéléré, hein, c'est la vitesse normale. Et à droite, vous avez la Dionée, qui est une feuille, qui a des feuilles modifiées en pièges, comme des pièges à loups. Et lorsque la petite mouche effleure 3 poils sensibles qui se trouvent sur cette feuille, pouf, elle se referme instantanément et garde la mouche prisonnière. Alors ces plantes-là, les plantes chatouilleuses, je les ai appelées, elles sont connues depuis très longtemps. Et d'ailleurs, au moment où Darwin commence ses travaux, on connaît ces plantes-là. Et on se dit, bah oui, il y a des plantes qui visiblement sentent quand on les touche et répondent, mais c'est quand même ce qu'on appelle des bêtes de foire. Enfin, excusez-moi, des plantes de foire. Donc c'est exceptionnel, tout le reste, ça ne marche pas. D'ailleurs, à l'époque, on ne parle pas de sensibilité. Pour décrire ces phénomènes-là, on parle d'irritabilité. Elles sont irritables, ces plantes. Donc on a un signal qui est le toucher de la feuille ou le toucher des poils sensibles dans la feuille de Dionée, et on a une réponse qui est un mouvement rapide. Ce mouvement rapide se faisant, maintenant on sait bien, c'est des mouvements, des variations de pression dans les cellules qui sont à la base, le long de la nervure de cette feuille ou le long de celle-là. D'accord ? Donc il y a une perception du toucher et il y a une réponse, un mouvement, et donc c'est bien une sensibilité. Alors, est-ce que toutes les plantes seraient mécanosensibles? Celle-là, ça se voit, mais les autres? Donc là, pareil, je vous montre une petite photo à droite qui est une tige de chèvrefeuille qui grimpe en poussant le long d'une branche d'épines noires, de prunellier. Puis à droite, vous avez un petit film qui vous montre en accéléré, cette fois, la croissance du houblon, d'une tige de houblon. Et ce que vous voyez, c'est que dès que la tige, alors au départ, elle cherche, et dès qu'elle touche un support, hop, elle s'enroule autour parce qu'elle a une croissance qui va être modifiée sur ses deux faces. La face qui a touché le support va s'allonger moins vite que la face extérieure qui ne touche pas le support, et donc ça s'enroule. Donc là aussi, vous avez une perception, le toucher d'un support, et une réponse, un mouvement, cette fois par croissance différentielle, ça veut dire différente sur les deux faces, et qui permet l'enroulement de cette tige volubile. Alors donc, il n'y a pas que les plantes irritables, il n'y a pas que les dionées et les sensitives qui sont sensibles. Voilà les lianes qui sont sensibles également. D'accord, alors on va rajouter les lianes, mais toutes les autres, elles ne le sont pas. Mon vieux tilleul, mon peuplier ou mon chêne ne sont pas sensibles. Alors si, c'est bien sûr que si, parce que le sens du toucher est un sens commun à toutes les plantes. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, là c'est à la binette de mon collègue Bruno Moulia, qui a été le directeur du labo pendant pas mal d'années, et qui était aussi le directeur de l'équipe, donc c'est pour ça qu'il est là. Il a mené des travaux avec tous les collègues de l'équipe sur le vent. Alors, les travaux de l'équipe, c'est à droite, et puis là, dans la littérature, vous voyez, en 2004, on montrait, cette chercheuse, montrait quand des plants, c'est des plantes d'arabette, l'arabette des dames, une sorte de salade qui fait des grandes tiges fleuries. Mais la salade, c'est vraiment la rosette, comme la mâche. Et elle montrait qu'en touchant les hampes florales, ces tiges fleuries, 2 fois par jour, eh bien, elles ne poussaient plus. Donc là, à gauche, vous avez la culture témoin qui n'est pas touchée. À droite, la culture qui est touchée 2 fois par jour, qui est brossée en fait. D'accord ? Les deux ont le même âge, bien sûr. Et donc, elle montrait que la croissance en hauteur de ces plantes était très réduite si on les touchait 2 fois par jour. Ici, en grandeur réelle, là c'est dans un pré, dans un champ de luzerne, où Bruno avait disposé des grands carrés dans ce champ de luzerne, des carrés métalliques grillagés, à travers lesquels, dans les mailles desquels pouvait pousser la luzerne. Mais donc elle se retrouvait finalement tutorée dans ces carrés. D'accord ? Et donc, au bout de quelques semaines de croissance, la culture qui pousse dans le carré, elle a le même âge, évidemment, ces plantes ont le même âge que les voisines, sauf que les voisines, elles sont agitées par le vent, en permanence. Elles ne le sont pas parce qu'elles sont tutorées dans leur grillage. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le vent, comme le toucher ici, diminue la croissance en hauteur des plantes. Si elles ne sont pas fléchies par le vent, elles vont pousser beaucoup plus haut. 3e exemple, toujours des manips du labo, sur des arbres. Ici, vous avez 2 noyers qui ont le même âge. À gauche, vous avez un noyer qui poussait dans le verger, librement au vent. Et à droite, son frère, qui poussait aussi dans le verger, mais à travers un tuteur creux, un tube de plastique qu'on appelle un tubex. Et donc, la course au vent de cet arbre est très réduite. D'accord ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est pareil, la croissance en hauteur
quand l'arbre est soumis au vent et diminué, ce que vous voyez pas là, mais il faut me croire sur parole, et puis en voyant les photos ici du tronc témoin et du tronc fléchi, vous voyez que le tronc qui est au vent va être plus... Si le vent est toujours dominant dans le même sens, en fait, si la flexion est toujours dans la même direction, ce tronc va s'épaissir du même côté. Si le vent est sans direction particulière, le tronc va s'épaissir plus de manière homogène. Donc, en tout cas, le tronc, la croissance en épaisseur est augmentée. Et enfin, dernière chose, c'est l'ancrage racinaire, où on voit l'arbre au vent a un ancrage racinaire plus important que l'arbre qui est tutoré. Et tout ça, c'est un syndrome, on appelle ça un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de critères qu'on observe à tous les coups quand on fait du toucher mécanique sur des plantes. Ça s'appelle, et ça c'est pour vous, c'est cadeau, pour les conversations au salon, parce que ça le fait bien quand même, ça s'appelle la thigmomorphogenèse. Alors là, vous allez les épater, là, parce que quand même, c'est un mot pas très connu. Hein. Donc, facile à comprendre, parce que si on décortique la racine de ce mot, c'est des racines grecques. Thigmo, ça veut dire le contact, le toucher, si vous voulez. Morpho, la forme, genèse, l'acquisition. Donc, la thigmomorphogenèse, c'est l'acquisition de la forme en réponse au contact, en réponse à un stimulus de type contact. Ok ? Et c'est toujours la même chose. Une plante touchée, une plante dans le vent, elle va diminuer sa croissance en hauteur, augmenter sa croissance en épaisseur, améliorer son ancrage. En gros, elle se fait plus trapue pour résister au vent. Ce sens commun que je vous décris, nous, on l'a étudié, on recherche les acteurs qu'il y a derrière. Alors, sans vouloir vous raser, mais simplement pour vous montrer des choses quand même assez rigolotes, c'est que le mécanisme de perception du contact, alors ici c'est de la flexion, mais du toucher ça serait pareil, ça passe par des canaux qu'on dit mécanosensibles. Des canaux mécanosensibles, ça veut dire sensibles au stimulus mécanique. Les voilà ici chez les bactéries. On ne les a pas encore modélisés chez les plantes, mais on a trouvé les gènes, on sait qu'ils existent, on sait comment ils fonctionnent. Et donc la première chose à retenir quand même, c'est que le mécanisme très fin, à l'échelle moléculaire, ces canaux, ils existent chez les bactéries, ils existent chez les champignons, ils existent chez les animaux, chez les plantes, chez l'homme. En fait, ils existent dans tout le vivant. Et ce mécanisme est donc un mécanisme qui a été conservé au cours de l'évolution, c'est vous dire son importance. Parce que finalement, ce sens mécanique, il vous permet, on en reparlera après, de sentir les frontières de votre corps. De sentir l'autre quand il vous touche, de sentir le vent, de vous mettre à l'abri de la grêle, etc. C'est un sens qui est fondamental pour le vivant. La bactérie, pareil, hein, qui vit dans l'eau ou ailleurs, elle a besoin de percevoir les pressions autour d'elle pour adapter sa quantité d'eau pour ne pas exploser ou imploser. Donc c'est vraiment un sens qui est fondamental, ce sens mécanique. Les canaux en question, les voilà, alors ils sont sur la membrane, c'est-à-dire la petite pellicule vivante qui limite chacune de vos cellules, ou chacune des cellules de la plante. Et sur cette petite pellicule de vie, voilà les canaux, le voilà vu de face. Pour vous donner une analogie, ça ressemble à un diaphragme d'appareil photo. Quand il est fermé, quand la membrane s'étire parce que la cellule est déformée, le canal, pouf, il s'ouvre comme un diaphragme d'appareil photo. Et en s'ouvrant, ça fait une porte qui s'ouvre et qui va permettre à des particules chargées d'entrer ou de sortir de la cellule, des ions. Et quand il y a des charges qui se baladent de part et d'autre d'une membrane, ça fait quoi ? Ça fait un courant électrique. Donc ça permet la genèse de courants électriques. Donc les courants électriques, j'en parlerai après, hein, c'est pas l'apanage de l'homme. Les courants électriques, en fait, il y en a dans tout le vivant, là encore. Donc un mécanisme analogue, et nous, on a démontré au labo que c'est bien, le facteur qui est perçu, c'est bien la déformation cellulaire. Donc c'est une perception à l'échelle de la cellule. C'est un processus qui est extrêmement sensible. Alors, simplement, sans décrire, sans rentrer dans le détail, on a montré aussi que lorsqu'une plante était fléchie une seule fois, elle va allumer ou éteindre 2000 de ses gènes. 2000 de ses gènes, ce qui est quand même pas mal, c'est 10% de son génome, si vous voulez, et 2000 gènes régulés, dont certains en quelques minutes après la flexion. Donc c'est extrêmement sensible. D'autre part, on a aussi montré que la plante, et là c'est l'arbre même, si on travaille sur le peuplier, était capable de mémoriser les signaux qu'elle percevait. Alors, comment ? Eh bien, en faisant une flexion de tige de peuplier,
on suit un de ces 2000 gènes là. Je l'ai appelé le gène marqueur. Il y en a un qu'on aime bien. C'est souvent ça, les chercheurs, ils s'attachent à un gène. Et le nôtre, il a un joli nom, il s'appelle PTA-ZFP2. On l'aime bien, voilà. On l'aime bien parce qu'on sent bien que ce gène-là, c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire que lui, il va s'allumer ou s'éteindre, et sous lui, il va déclencher l'allumage ou l'éteignage d'autres gènes. C'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est pas pour son nom. Et donc lui, quand on fait une flexion, en quelques minutes, son niveau d'expression, c'est-à-dire son niveau d'allumage, est multiplié par 300. Pour un gène, c'est énorme. Et puis on s'est amusé à faire une deuxième flexion sur le même peuplier 24 heures plus tard, en se disant, ça c'est le hasard, hein. C'est-à-dire que 24 heures plus tard, le chercheur qui s'occupait de cette culture-là, il ne se souvenait plus s'il avait fait ou pas la flexion la veille. Donc il se dit, bon c'est pas grave, je vais la refaire, ça s'allumera. Et bien ça ne s'allume plus. 24 heures après, le peuplier ne répond pas. Comme s'il avait mémorisé la première flexion. Et alors on s'est amusé à espacer les deux flexions de 48 heures, 72 heures, 5 jours, 7 jours, 10 jours. Il faut jusqu'à 10 jours pour que le peuplier revienne à sa réponse de départ. C'est-à-dire qu'il soit capable à nouveau d'allumer ce gène 300 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce processus laisse une empreinte dans le génome, dans le fonctionnement des cellules. Vous pouvez l'appeler mémoire, avec peut-être des guillemets, parce que la mémoire, même la mémoire humaine, on a du mal encore à l'étudier. Mais c'est bien une empreinte, c'est bien un souvenir de ce qui s'est passé. Et là, on est en train d'étudier tout ça. Hein. En fait, on commence à comprendre que c'est simplement, par ce mécanisme, le peuplier, en fait, modifie son seuil de sensibilité à la déformation. La première déformation, elle est très sensible. La deuxième, son seuil de sensibilité a bougé. Il ne sent plus la deuxième flexion. D'accord? Et l'intérêt, c'est quoi? On le comprend à peu près. L'intérêt écologique, c'est de ne pas répondre au moindre coup de vent, à la moindre brise. Sinon, la plante, jamais elle ne pourrait s'élever, puisqu'elle réduit sa croissance en hauteur. Il n'y aurait pas de forêt. D'accord? Il n'y aurait pas de plantes élevées. On n'aurait que des plantes naines. Et effectivement, depuis, on a fait des manips à l'échelle de parcelles de forêt, dans des hêtraies, sur des arbres de plus de 15 mètres de haut. Et on a montré que ces arbres-là ne perçoivent plus les vents faibles, ne perçoivent pas les vents faibles, ce qu'on appelle les vents courants, les vents thermiques, vous savez, les vents de tous les jours. Et ils ne répondent que si on leur applique un coup de vent fort. Vous allez me dire, vous avez fait comment? Vous avez soufflé? Non, on a accroché des câbles, un câble à certains arbres qu'on a fléchis, on les a tirés vers le sol, puis on les a relâchés. Donc c'est des flexions, mais sur des arbres de 15 mètres de haut. Hein. Et la manip, elle marche super bien. C'est-à-dire qu'on a montré que ces arbres de plus de 15 mètres de haut ont appris à ne plus répondre au vent courant. Et ils ne vont plus répondre que si le vent est vraiment très fort. Ce qui explique, vous voyez ici, alors je vous montre une parcelle par terre, hein, suite à la tempête, mais vous voyez très nettement, et c'est assez fréquent, que les arbres du bord de la parcelle sont toujours debout. Pourquoi? Et souvent ils sont plus petits que ceux du milieu de la parcelle. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient le vent en permanence, donc ils ont appris tout au long de leur vie à être moins haut, plus trapus, mieux ancrés, et donc à mieux résister au vent. D'accord? Donc non seulement il y a une capacité de mémorisation des signaux, ou en tout cas d'empreinte de ces signaux, et une capacité d'apprentissage. Et là, je pèse mes mots, c'est vraiment le mot à utiliser. Hein. C'est un apprentissage, c'est-à-dire résoudre un problème en fonction du vécu, en fonction du passé. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les sens des plantes, parce que, en gros, elles ont tous les sens, peut-être même plus que nous. Ce sont ce qu'on appelle ce que j'appelle moi des hypersensibles. Et donc, juste pour vous montrer un tableau de tout ce qu'on connaît déjà, elles sont sensibles donc à la lumière, donc elles voient. Elles voient, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de fabrication d'image, mais elles sont sensibles à la direction de la lumière, elles sont sensibles à la qualité de la lumière. Elles vont éviter l'ombre, elles vont percevoir leur voisine qui réfléchit les infrarouges. Elles perçoivent les infrarouges donc, qui sont émises par la voisine. Elles sont sensibles au toucher, je vous ai montré un petit peu le vent, mais je vous montrerai après un peu la gravité, les impacts de grêle, les branches qui se frottent les unes contre les autres. Elles sont même sensibles à leur forme propre, je vais vous le prouver. Elles sont sensibles à la température, au chaud, au froid. Elles sont sensibles aux chimiques. Elles sont sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau du sol ou dans l'eau de leur sève.
parce qu'il y a aussi de la perception interne. Elles sont sensibles à des molécules volatiles qui se trouvent dans l'air, émises par les copines ou émises par d'autres espèces. Elles sont... Alors, je vous ai mis des petits logos à chaque fois. J'ai cherché, là, pour les substances minérales, et là, pour l'eau. Parce que les racines se dirigent vers les sources d'eau. J'ai mis la douche. Je n'ai pas trouvé d'autre chose. Sensibles à tous les animaux qui les entourent, les pollinisateurs. Là, voilà. Et même sensibles à des vibrations mécaniques de type son. Là, les recherches commencent. Mais effectivement, certains chercheurs ont montré que des racines de maïs s'orientent vers une source sonore qui a été placée dans le milieu nutritif liquide dans lequel se développent les racines. On a montré aussi que des fleurs produisent plus de nectar et même une composition de nectar différente lorsqu'on fait vibrer leurs feuilles avec la vibration des ailes de l'abeille. Pas beau ça? Donc il y a tout. En fait, elles sentent tout. Dans le monde végétal, pour l'instant, dans la littérature, on a répertorié plus de 700 capteurs sensoriels différents. C'est absolument gigantesque. Bien sûr, ces sens, c'est bien des sens. Perception, réponse, c'est des sens. Il n'y a pas d'organe des sens, parce que toutes les cellules sont capables de percevoir tout ça, ou presque. Il y a parfois une petite division du travail, mais globalement, une cellule vivante, elle est capable de sentir tout ça. Donc les sens sont en fait des sens diffus dans le corps de la plante, toutes ces cellules vivantes étant capables de percevoir. Et finalement, tous ces sens lui permettent à cette plante, à cet arbre, d'avoir une vraie vie de relation. Sauf que ça ne se voit pas à notre œil pressé. Évidemment, les mouvements de réponse, les mouvements de croissance, c'est très lent. Et donc on ne les voit pas, sauf si on les filme et qu'on accélère le film. Les mouvements, les réponses à des substances chimiques, ça ne se voit pas du premier coup d'œil. Il faut aller analyser, chercher, compter, quantifier. Mais bien, ces sens sont bien présents. Donc un premier bilan, les plantes, les arbres perçoivent le monde, tout le monde qui les entoure, et agissent en réponse à cette perception, à ces sensations. Les plantes sont donc des hypersensibles, je vous ai parlé des sens diffus. Là, au passage aussi, j'en parlerai à la fin, mais ça se comprend. Une plante, sa vie fixée à un endroit, ça ne peut pas fuir, ni les intempéries, ni les conditions de vie mauvaises, ni l'ennemi qui les attaque. Et donc, effectivement, au cours de l'évolution, cette vie fixée a eu pour conséquence un développement de sensibilité absolument énorme. Je vous ai montré qu'il peut y avoir des processus de mémorisation, il y a plein d'autres exemples, et que même les plantes, les arbres sont capables d'apprentissage. Alors c'est un apprentissage de base, quand même, elles n'apprennent pas à lire encore, mais c'est un apprentissage, c'est pas qu'un automatisme, c'est ça que je veux dire, c'est pas qu'on appuie sur un bouton, il y a une réponse, c'est qu'il y a vraiment une modulation de la réponse en fonction du passé, en fonction du vécu. Alors, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Je vais vous montrer un petit peu ce sens de la proprioception, ou en tout cas ce sens qui permet à un arbre de se tenir debout. Alors, pour cela, je reviens à nous, et je vous parle de ce qu'on appelle la somesthésie. La somesthésie, c'est les sensations profondes du corps. Il y a le toucher, bien sûr, dedans, mais il y a toutes les sensations internes. Et c'est ce sens qui nous permet d'avoir conscience des frontières de notre corps, et également de la position de notre corps dans l'espace. C'est un sens qui passe aussi par des automatismes, heureusement, parce qu'il fallait que je réfléchisse en même temps que je vous parle, qu'il faut que je me tienne debout en contractant les muscles de mes cuisses, de mon dos, etc. J'y arriverai pas. Donc il y a des choses qui passent par des actes, des réflexes, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe chez les plantes. Là, je ne sais pas si vous voyez qui c'est là? Vous le reconnaissez? Il est bizarre ce bonhomme, Il a une petite tête, une très grosse langue, des énormes mains, des grands pieds, je vais m'arrêter là. C'est ce qu'on appelle l'homoncule ou homonculus de Penfield, c'est-à-dire l'homonculus sensitif, qui reproduit les images, en fait la projection des différentes zones sensorielles de notre corps au niveau du cortex de notre cerveau. Et on a reconstitué, il y en a qui se sont amusés à reconstituer le petit bonhomme pour vous montrer qu'en fait un homme, c'est avant tout des énormes mains, des énormes lèvres, une énorme langue, c'est-à-dire tout ce qui est bourré de capteurs sensoriels en fait. Alors, quand cette somesthésie, souvent on lit avoir conscience des frontières de son corps, percevoir la position de son corps dans l'espace, finalement c'est avoir conscience de soi. Donc c'est raccourci évidemment, mais moi je me pose la question, est-ce que les arbres ont conscience d'eux-mêmes? Je provoque un peu. Donc on va regarder. Pour se tenir debout, droit comme un i, comment fait l'arbre? Si vous penchez un arbre ou une plante ici à l'horizontale, voilà ce qu'elle fait en quelques heures.
Voilà, donc ça c'est la rabette des dames, tout le monde voit. Voilà, vous voyez qu'elle s'est courbée, elle cherche un peu, puis elle se place à la verticale et elle redevient parfaitement droite. Le peuplier qui est incliné là-bas, c'est un peuplier du labo, incliné d'un angle de 35 degrés. Et ce qu'on voit, on suit la position de son tronc, et on voit qu'en fait il se courbe pareil, il se décourbe et il reprend la verticale. Donc il y a une courbure souvent à la base, dans une zone ici en croissance, et une décourbure un peu plus haut, et les deux zones, si vous voulez, se rejoignent pour que la plante, le tronc, se rectifie. Ça, c'est un jeune peuplier de 3 mois. On a fait la même chose avec des peupliers d'1 an et demi. Après, c'est plus compliqué à suivre. Mais même déjà sur un arbre d'1 an et demi, qui fait 2 mètres et demi, 3 mètres de haut, on a suivi, on a digitalisé sa forme pendant 1 an, et on a montré parfaitement le redressement de cet arbre. Donc, pour se tenir debout, droit comme un I, rectifié en fait, il faut corriger sa posture. Il faut non seulement se redresser, se courber pour chercher la verticale, mais il faut aussi se décourber pour se rectifier. Et ça s'appelle une correction de posture. C'est-à-dire ce que je fais, moi, là, devant vous, depuis tout à l'heure. Je passe mon temps à corriger ma posture parce que je suis en perpétuel déséquilibre. Mais mon corps recherche toujours l'équilibre. Et l'arbre fait de même, sauf qu'il met un peu plus de temps que moi. Moi, je mets quelques millisecondes à trouver cet équilibre. Cet arbre, il va mettre des mois, voire des années, mais il va le trouver. Comment l'arbre ou la plante perçoit qu'elle a été mise à l'horizontale ou inclinée par la tempête ou par le talus, par un glissement de terrain? Comment perçoit-il sa position dans l'espace? Eh bien, nous, comment on fait? Nous, on fait comment? Pour se tenir debout, eh bien, on sent la verticale. On sent la gravité, en fait. Et cette verticale, elle est perçue par un sens qu'on appelle la graviperception. Et ça se passe, vous le savez, dans l'oreille interne. Là, ici, dans l'oreille interne, il y a, ici, la cochlée, dans lequel se trouve une espèce de gelée de groseille. Et dans la gelée de groseille, il y a des petits cailloux. Des petits cailloux de carbonate de calcium qui sédimentent, donc qui chutent doucement, dans la gelée, donc c'est lent, d'accord, entraînés par la verticale. Parce que vous savez, comme Newton l'a montré avec sa pomme, que tout objet lancé en l'air, enfin en suspension, va tomber au sol, attiré par la force de gravité. Et là, quand vous bougez la tête, eh bien les petits cailloux qui se trouvent dans cette gelée de groseille ici, ils vont changer de position. C'est rapide quand même, hein, parce que je le perçois. Surtout, alors ce qui est même facile à percevoir, c'est quand vous êtes couché et que votre enfant vous réveille la nuit, vous vous réveillez en sursaut, je me mets debout et là j'ai la tête qui tourne. Pourquoi? Parce que j'ai pas laissé le temps à mes otolithes, mes petits cailloux, de bien se remettre en position de manière lente. Dans un manège, c'est pareil. Vous êtes en fait trompé par la force centrifuge qui attire vos otolithes dans une position anormale. Alors, quand ces otolithes pèsent dans la gelée de groseille, ils appuient là sur des cils de cellules qui tapissent la cochlée, qu'on appelle des cellules ciliées. Et la position des petits cailloux génère un courant électrique. Et selon la cellule qui est activée par la position de l'otolithe, le courant n'est pas le même dans la cochlée. D'accord? Donc l'information, elle est codée par ces courants électriques ici. Ça va, ça? Je vous ai pas endormi? Ok. Donc, les plantes, elles font comment? Eh bien, les plantes, elles font pareil. Ou plus exactement, devrais-je dire, nous faisons comme les plantes. Parce que les plantes, elles sont là au passage depuis 470 millions d'années sur la planète. L'homme moderne, c'est 300 000 ans. Donc, elles étaient là bien avant nous, et elles ont déjà, du moins l'évolution, a sélectionné un processus tout à fait analogue. Là, on est dans une tige d'une plante, mais je peux regarder dans l'écorce d'un arbre, dans la partie libère, vous savez là où circule la sève élaborée, ou dans le jeune bois, et je vais trouver des cellules qui, qu'on les regarde en long, lorsque la plante est debout, ces cellules sont pleines de petits grains qui pèsent au fond de la cellule. D'accord? Et regardez, je vais vous montrer, la preuve, c'est quand on met la plante à l'horizontale, ici ça a été filmé sous un microscope au labo, un microscope qu'il a fallu inventer, parce que les microscopes, on est toujours obligé d'observer les préparations à l'horizontale, et nous on voulait la mettre à la verticale. Donc plutôt que de mettre la plante à la verticale, on a mis tout le microscope à la verticale. Il est sur une espèce une rampe qui permet de le bouger comme ça. Et regardez, alors c'est accéléré, normalement c'est 30 minutes. Vous voyez les petits cailloux qui sont en bas des cellules? Vous les voyez là?
Je vais vous le remettre pour ceux qui ne voient rien. Là, en fait, vous avez un tas qui tombe en avalanche, on dit. Et c'est lent, bien sûr. Mais finalement, à un moment, ça va retrouver l'horizontale. D'accord ? Et ce processus, je vous le remets pour le plaisir, ce processus, il permet... Voilà, pardon. Stop. On se remet au début. Et hop, on lance. Voilà. Là, donc, on les voit bien chuter doucement et revenir à l'horizontale. Le tas va arrêter de chuter lorsque la surface sera à peu près horizontale. J'ai dit que c'était comme une avalanche, comme un tas de sable. C'est pas tout à fait vrai. Parce que votre tas de sable, quand vous videz votre brouette, le sable s'écoule, et puis il fait quoi ? Il fait un cône. Il ne revient pas à l'horizontale, le tas de sable. Dans la cellule, il y a des mécanismes actifs qui vont non seulement faire chuter les grains, mais qui vont les disposer pour retrouver l'horizontale. Donc c'est vraiment actif, en fait. Et cette horizontalité-là, dans la cellule qui est penchée, je vous ai mis ici un arbre penché avec une de ces cellules penchées, eh bien, va permettre à la cellule de mesurer très exactement, au degré près, l'angle A que forme cette cellule par rapport à la verticale, que forme l'axe de la cellule allongée avec la verticale. Et chacune de ces cellules sensibles passe son temps à mesurer l'angle qui est le sien par rapport à la verticale. En fait, on décrit ces cellules, alors là, il n'y en a qu'une qui est dessinée, mais vous imaginez, il y en a tout le long de l'arbre, dans l'écorce, une espèce de cylindre, d'inclinomètres. C'est des petits inclinomètres miniaturisés, des millions, qui mesurent en permanence la position de la tige ou du tronc par rapport à la verticale. Alors, donc elles font comme nous, mais est-ce que ça suffit ? Alors, il faut que vous vous accrochiez un petit peu, parce que je vais vous faire des mathématiques. Rassurez-vous, je suis nulle, donc je vais vous le dire avec mes mots. Mais au labo, il y a des mathématiciens qui se sont amusés à modéliser avec des équations. Ça, c'est l'équation finale, parce que quand on regarde la publi, il y en a 3 pages de machin que je ne sais même pas lire. Donc, ils ont modélisé le redressement d'un arbre placé à l'horizontale. Voilà l'arbre en question, c'est un arbre virtuel, le trait bleu qui est là. Et ils ont suivi, selon l'équation qu'ils lui donnent, la formule mathématique, voir comment l'arbre se comporte. Et là, dans cette formule, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris tout ce qui existe dans la littérature, du moins jusqu'en 2013, parce que ce que je vous raconte, ça s'est passé en 2013 à Clermont-Ferrand. Donc depuis 2013, c'est-à-dire depuis Darwin jusqu'en 2013, la communauté scientifique s'accordait pour dire qu'une plante se tient debout grâce à la graviperception. Darwin avait montré ces redressements. Assez vite, on a identifié les petits grains qui sédimentaient. Dans les 70 ans qui ont suivi, on a décortiqué tous les mécanismes et tout le monde était à peu près d'accord. C'est la graviperception, il n'y a pas à aller plus loin. Et donc, ils ont construit ce modèle en mettant ici, à gauche de l'égal, une formule qui décrit en fait la vitesse de redressement. C'est-à-dire, delta C, c'est la variation de courbure en tout point du tronc et à tout moment, en fonction du temps. Donc, c'est une vitesse de redressement qui est là. D'accord ? Variation de courbure en tout point du tronc et à tout moment, en fonction du temps. Ça donne, avec des mots simples, la vitesse de redressement, la vitesse de courbure. Et en face, de l'autre côté, il y a un terme, je vous passe les détails, mais en gros, ils font une proportionnalité entre cette vitesse de redressement et l'angle de mesure A entre l'angle d'inclinaison du tronc par rapport à la verticale, le A dont je vous parlais juste avant. D'accord ? Avec une espèce de constante là qui décrit une forme de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont plus ou moins fortes pour se redresser. Est-ce que je vous ai perdu ? Super. Merci. Donc, voilà on va regarder le modèle. Est-ce que ça marche ? Est-ce que quand on dit à l'arbre virtuel, tu te redresses en fonction du temps, simplement en mesurant ton angle d'inclinaison, est-ce que ça fonctionne ? Donc, je vous montre. J'ai oublié de vous dire une chose, les couleurs. Donc, le bleu, ça veut dire que les portions de cet arbre, les portions de tronc sont parfaitement rectilignes, parfaitement droites. D'accord ? Attention, on peut être droit et pas debout. On peut être droit allongé. Vous le savez, toutes les nuits. Vous êtes droit dans votre lit. Et vous êtes à l'horizontale. Donc là, l'arbre, pour l'instant, il est droit, parfaitement rectiligne, mais à l'horizontale.
Et puis les couleurs, on va aller vers les couleurs chaudes. Les couleurs chaudes, c'est la courbure. Plus c'est chaud, plus c'est rouge, plus c'est courbé. D'accord? Et quand ça redevient bleu, ça doit être rectiligne. Donc hop, je lance, et voilà ce qu'on voit. Donc on voit une courbure à la base du tronc, une décourbure juste au-dessus. Ça marche comme dans la nature, comme ce qu'on a déjà mis en évidence. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas. Ça continue à se courber et à se décourber, à se recourber, à se décourber. Ça fait une espèce de serpent à sonnette qui sort de son panier. Et cet arbre virtuel, je vous le remets encore une fois et je m'écarte pour que tout le monde puisse le voir. Cet arbre virtuel, en fait, il ne retrouve jamais la rectitude. Donc ça ne marche pas. Avec ce modèle mathématique, on a montré que ce n'était pas suffisant. La graviperception n'explique pas qu'un arbre, qu'une plante se redresse toujours à la verticale et se rectifie. Donc on a cherché, mais qu'est-ce qui manquait? On a regardé chez nous à nouveau. Donc la graviperception seule est insuffisante. Ça, c'était déjà une révolution. Hein. Je vous dis, depuis Darwin jusqu'en 2013, c'était ça qui était dit dans toutes les publications, dans tous les ouvrages. Qu'est-ce qui manque? Alors chez nous, il n'y a pas que la graviperception dans la vie. Hein. Il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, le sens de la proprioception. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour me tenir debout, non seulement mon oreille interne perçoit la direction de la verticale, mais tout mon corps, tous mes récepteurs mécaniques, au niveau de mes muscles, mes tendons, mes articulations, les voûtes plantaires, la voûte plantaire est couverte de ces récepteurs, perçoivent, par leur déformation, par la déformation des cellules, perçoivent en fait des signaux mécaniques. Et tous ces signaux mécaniques passent par des voies nerveuses jusqu'à mon cervelet, tout ce qu'on appelle les voies de la somesthésie, et vont donc, de manière inconsciente, de manière automatique, permettre à mon cerveau d'envoyer des ordres à mes muscles pour dire toi tu te contractes, toi tu te relâches, toi tu te contractes, toi tu te relâches. Vous le dites ça très très vite, plein de fois. On verra si vous tenez encore debout. Voilà, et donc ça c'est la proprioception. Le mot vient de la perception de sa forme propre, en fait de la position de son corps dans l'espace. C'est cette proprioception qui vous permet, quand vous vous levez la nuit, pour aller boire en cachette, vous n'avez pas besoin de lumière, vous n'avez pas besoin de voir votre verre, vous n'avez pas besoin de voir votre bouche, parce que votre bras va trouver votre bouche dans le noir, puisque la position de mon bras est renseignée en permanence à mon cerveau. Alors chez les plantes, vous me voyez venir, évidemment, on a introduit dans le modèle un terme nouveau, donc on a continué à regarder ces redressements d'arbres virtuels en fonction de l'angle d'inclinaison, graviperception, et puis on a rajouté un terme qui est appelé C pour courbure, c'est-à-dire un terme qui parle de la variation des courbures au cours du temps, en chaque point du tronc et à chaque moment. Sentir ses propres courbures. Et ça, on savait que les plantes sont capables de le faire, parce qu'on avait déjà étudié le vent. Je vous ai parlé tout à l'heure, le vent, les canaux mécanosensibles, et chaque cellule qui perçoit en fait sa propre déformation, la façon dont elle est courbée finalement. Donc c'est exactement ça. On a rajouté dans le modèle un sens qu'on avait déjà démontré existant dans les plantes lorsqu'on faisait les études sur le vent. Et là, on fait tourner le modèle. Alors ne me demandez pas pourquoi le trait bleu pour le début ne se voit pas, mais il est bien là. Et vous allez le voir se courber. Ah, raté. Vous allez le voir se courber, hop, se décourber et redevenir tout bleu. C'est-à-dire parfaitement rectiligne. Vous voulez que je vous le remette? Vous avez bien vu? Vous avez vu? Je vous le cache, moi. Ok, et donc, ce qu'on montre avec ces deux modèles, ce qu'on a montré, ce qui a été publié en 2013, qui a fait un espèce de petit buzz médiatique, hein. C'est paru dans Le Figaro, Le Monde, Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné. Je penche dont je suis. C'était le titre de l'article. Je vous jure que c'est vrai. Et ça, c'est les travaux du labo du Piaf à Clermont. Bon, avec des collaborations avec des collègues polytechniciens, parce que souvent, d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous dire que la recherche, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait de plus en plus avec des consortiums de laboratoires. Alors, on a montré que la plante, l'arbre incliné, perçoit deux choses. Son inclinaison, par de la graviperception, et ses courbures, par la proprioception, qui lui permettent donc de se rectifier, de se décourber comme il faut, de se rectifier. Alors, vous voulez peut-être une preuve, parce que là, c'est que des modèles mathématiques, quand même, elle nous raconte des bobards, la Catherine, là. Je vais vous montrer une preuve. Alors, cette preuve, elle se trouve
dans un film, parce que ça a été filmé par des journalistes qui sont venus chez nous. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, il vient de repasser en avril 2022, peut-être sur France 5 ou Arte, je ne sais jamais, je crois que c'est France 5. Il s'appelle Le génie des arbres. Un film de Emmanuel Nobécourt, qui a été primé un petit peu partout. Ce film est absolument génial. Pas parce qu'on est dedans, un peu quand même, hein, mais surtout parce que tout le film est bien. Enfin, le niveau scientifique est bon. Vous pouvez avoir confiance dans ce film. Et donc là, voilà, je vais vous montrer un extrait de ce film dans lequel on montre un appareil qu'on a construit au labo qui s'appelle le gravitron. Parce que vous savez, les chercheurs, en plus, ils s'amusent, ils aiment bien s'amuser, ils construisent des tas de trucs, ils passent leur temps à bricoler. Et donc là, les techniciens du labo, ils ont bricolé un manège à plantes. Donc c'est un espèce de bras ici, vertical, qui peut faire tourner ce grand bras horizontal. Et puis le grand bras horizontal lui-même peut tourner sur lui-même. D'accord ? Alors ce que je vais vous montrer là, ça ne bouge pas, ça ne tourne pas là, à ce niveau-là. Ça ne tourne qu'au niveau du bras horizontal. D'accord ? Les plantes qu'on utilise, vu que le gravitron, on ne peut quand même pas construire un gravitron pour des chênes centenaires, c'est grand. Donc c'est un petit gravitron sur lequel on met des plantes, des petites plantes, en particulier des arabettes. Je vous disais la salade de tout à l'heure, avec sa rampe florale. Là, on va les mettre ici à l'horizontale. On les accroche à l'horizontale sur ce plan. Et au départ, le plan est vertical. D'accord ? Les plantes sont couchées. Ça marche ? Donc, et on ne bouge rien. Qu'est-ce qui va se passer ? Madame, elles vont se redresser. Bravo, vous m'avez suivi. Donc, je lance le petit bout de film. Il n'y a pas le son, comme ça, c'est moi qui parle. On voit Stéphane, le technicien du labo, qui met, je ne sais pas si vous voyez, il est en train de placer les plantes à l'horizontale. Elles ont un petit filet sur la tête, enfin sur le pot, c'est pour éviter que la terre ne tombe. Voilà, Stéphane, il place les plantes là à l'horizontale. Là voilà. Donc pour l'instant, le plan ne tourne pas. Et regardez, on prend des photos, toutes les, je ne sais pas combien de minutes, je ne me souviens pas, et on fait un petit montage de ces photos. Vous avez vu ces plantes qui se redressaient ? Et on voit, à la fin de la réponse, c'est parfaitement courbé et rectifié. Tout va bien. Donc là, elles ont fait de la graviperception et de la photo et de la proprioception. Maintenant, on fait tourner le plan sur lui-même. Et regardez ce qu'elles font. Elles se déplient. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'étaient courbées, parce qu'elles sentaient qu'elles étaient inclinées par rapport à la verticale. Elles s'étaient recourbées. Et puis, on fait tourner le truc sur lui-même. Donc, on remet en suspens les grains dans les cellules qui font que ces grains ne sédimentent plus, ne peuvent plus indiquer à la plante sa position par rapport à la verticale. Et donc, en fait, on annule le sens de la graviperception en faisant tourner la plante sur elle-même. Il ne lui reste plus que le deuxième, la proprioception. Et c'est celui-là qui lui permet de se déplier parce qu'elle se décourbe, en fait, elle s'aligne sur elle-même. La plante perçoit sa courbure et se rectifie. Donc, elle était courbée, elle se déplie parce qu'elle perçoit cette courbure et elle se rectifie, elle s'aligne sur elle-même. Ok ? Comment on est sûr que c'est ça ? Alors, c'est ça parce qu'on a annulé. Il n'y a pas de lumière déjà, excuse-moi, j'ai oublié de dire. Ça se fait dans le noir. Les photos sont vertes parce qu'en fait, on manipule en lumière verte, lumière qui n'est pas perçue par les plantes. Les plantes perçoivent dans le rouge, le bleu, l'infrarouge, mais pas dans le vert. Donc on peut tout à fait manipuler des plantes en éclairant la pièce en lumière verte. Pour elles, c'est synonyme de noir. D'accord ? Donc il n'y a pas de lumière. En faisant tourner le bras sur lui-même, on annule la perception de la gravité. Il ne reste plus que la proprioception. On ne peut pas se dire qu'il y a une mémoire de la forme de la plante au niveau du temps. Enfin, je sais pas, Non, mais j'entends. je sais pas si... du coup, imaginons qu'elle serait restée courbée longtemps. En faisant tourner, elle serait restée courbée dans cette... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que par exemple, un arbre, vous allez me dire, moi j'ai un cerisier qui est comme ça, qui est énorme, jamais il s'est redressé. Parce qu'effectivement, entre guillemets, il y a un moment où la plante est trop grosse, pleine de bois, et elle ne peut plus effectuer ce redressement. Par contre, si vous regardez les bouts des branches, elles vont se redresser. Mais le tronc, lui, il est trop plein. Quand vous parlez de mémoire, c'est presque plutôt une espèce de... C'est figé dans le temps à cause des couches de bois, et là, c'est plus possible de se redresser. J'ai pas d'objection là comme ça, il faut que je réfléchisse à votre question pour vous répondre de manière plus propre. Mais non, enfin, l'idée de cette manip, c'était vraiment on avait montré qu'il y avait 3 facteurs
Deux, je vous en ai montré, graviperception et proprioception, qui permettent à la plante de se redresser et se mettre à la verticale. Il y a la lumière en plus, je ne vous montre pas tout, mais on a fait aussi des manips où on a pu démontrer que la lumière n'était pas nécessaire pour se redresser à la verticale et se tenir debout. On a travaillé en fait avec des énormes sphères dans lesquelles on a mis des arbres inclinés, des sphères lumineuses, des sphères tapissées de LED, et à ce moment-là, la lumière arrive de partout sur la plante, et pas seulement du ciel, comme c'est dans la nature. Donc là, on ne peut pas éteindre la lumière parce qu'il n'y a plus de croissance. Donc on est obligé, là on a rendu la lumière isotrope, et on a montré par là qu'il n'y avait pas que le facteur lumineux n'était pas celui qui permettait à la plante de trouver la verticale. Elle n'en a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se dirige pas vers la lumière. Dans une forêt, en général, quand on fait une clairière, on voit bien les arbres qui poussent dans la clairière pour profiter de la lumière. Donc c'est un facteur qu'elle perçoit, mais ce n'est pas un facteur prédominant dans la stature debout. Dans l'espace, alors comment elle fait ? Alors dans l'espace, très bonne question, on a des manips on travaille avec le CNES, et alors le problème de la station spatiale, alors c'est pas ça, c'est très bien, parce que là, le problème sur Terre, c'est d'enlever la gravité. Donc on peut le faire sur des manèges, ou on peut le faire dans l'espace. Mais pour ça, il faut des petites plantes, parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus envoyer des chaînes bicentenaires dans l'espace. Donc ça se fait tout sur des petites plantules, des pointes racinaires, enfin des germinations, si vous voulez. Et on a montré que justement, des graines qui germent dans l'espace, chez nous, qu'est-ce qu'elles font, les graines ? La première chose qui perce, c'est la racine, la première racine, et elle s'enfonce, elle se courbe, et elle s'enfonce dans le sol, parce qu'elle perçoit la gravité. La petite tige, elle sort, elle se courbe, et elle monte à la verticale, parce qu'elle perçoit la gravité. Dans l'espace, ça germe dans n'importe quel sens, comme dans votre jardin, mais au lieu que toutes retrouvent la verticale, eh bien, elles continuent leur course. Si ça germe dans un angle, ça va partir dans cet angle-là, la voisine va partir dans l'autre angle, puis ça va n'importe où, puisqu'il n'y a plus le signal gravité. D'accord ? Elle pousse, elle pousse très bien, et même elle pousse parfaitement droite, parce qu'elle s'aligne sur elle-même, selon la direction dans laquelle elles ont germé. Ça pousse très bien. Ok ? Oui ? Oui, la circumnutation, encore un gros mot. Alors, il y a une espèce effectivement, au départ, on voit beaucoup de ces films où la jeune plante, elle va pousser en tournant un petit peu comme ça, qu'elle soit volubile ou pas d'ailleurs, qu'elle soit liane ou pas, mais un peu pliée qui pousse, là les nôtres, c'est pareil, on voit que la tête, elle aussi un peu comme ça. Alors, parce que la croissance en hauteur, globalement, elle va être verticale, mais à un instant T, il y a des cellules qui vont un peu plus vite que celles d'en face. Donc, ils s'allongent un peu plus. Alors, ça se courbe un peu. Puis celles d'en face, elles se sentent courbées, hop, elles se rectifient. Donc, en fait, ce que je vous raconte là, c'est marqué là, chaque portion de tige se courbe et se décourbe en percevant ses propres courbures et en fonction des voisines. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intégration du signal à l'échelle locale. Chaque cellule n'en fait pas qu'à sa tête, si vous voulez. Comment ? On ne sait pas. Les recherches sont en cours, on ne sait pas encore. Je peux continuer, parce que sinon Véronique, la pauvre, elle va parler à 18h. Alors, on pourrait donc dire, avec ça, ah bah oui, alors j'ai répondu à la question, oui, les arbres ont conscience d'eux-mêmes, comme moi, j'ai conscience de mon propre corps. Mais bien sûr, vous commencez à me connaître, même si vous ne me connaissiez pas, moi, j'ai toujours ça dans ma tête, là. Toujours. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, dès qu'on me dit quelque chose, c'est pas que je ne crois pas si je ne crois pas la personne, sauf si la personne a des arguments à m'avancer. Donc immédiatement, moi, ça lance ce qu'on appelle l'esprit critique. Et l'esprit critique, il dit attention aux mots, attention aux formulations. En anglais, les Anglais sont plus forts que nous, pas pour tout. Mais ils sont plus forts que nous, là, pour le coup, dans les mots. Ils ont deux termes pour désigner, en biologie, la conscience. Le premier, c'est le terme awareness, qui veut dire, en gros, la conscience perceptive. Un être vivant a une conscience spontanée, une conscience de l'environnement. C'est un petit peu tout ce que je vous ai raconté, là. La perception de l'environnement, d'accord ? Et puis, il y a un niveau de conscience supérieur que les Anglais appellent consciousness, qui est la conscience réflexive. La conscience qui implique une représentation mentale de soi séparé des autres. D'accord ? C'est cette conscience-là, d'après les biologistes qui l'étudient, les neurosciences,
qui est impliqué dans nos choix, nos décisions, nos émotions, nos comportements. Et donc là, je ne me risquerai pas à utiliser ce terme-là pour les plantes. Je pense, mais c'est personnel, hein, que cette conscience de soi, on peut la rapprocher sans tordre la vérité de cette conscience perceptive. D'accord ? Donc, on pourrait dire les arbres ont conscience d'eux, mais il faudrait dire les arbres ont la conscience perceptive d'eux-mêmes. Autant dire que personne ne vous comprend. Hein ? Donc, autant dire les mots simples. Les arbres perçoivent leur forme. Ça, c'est vraiment vrai. Perçoivent leur forme propre. Plutôt que les arbres ont conscience d'eux-mêmes. Ok ? Donc, de l'importance des mots. Donc, un deuxième bilan, je vous ai montré déjà tout ça. Et hop, je rajoute les plantes, les arbres perçoivent leur forme propre. Il y a encore un petit trou là, parce que j'ai 2 choses encore à vous montrer. Je ne sais pas quelle heure il est. Dites-moi. Et c'est à quelle heure que je dois m'arrêter ? Comme vous m'avez interrompu tout le temps, je m'arrêterai à 16h. Et il n'y a pas de pause. J'ai l'impression d'être dans mon amphi avec les étudiants. Donc, je vais vous montrer quand même des petites choses sur la communication, parce que ça aussi, on voit partout que les plantes communiquent entre elles, elles se parlent, ça papote dans les sous-bois. Donc, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette communication ? Je fais très court, c'est-à-dire je vous montre le résultat. On sait plein de choses autour de la perception des substances chimiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein d'études depuis 40 ans sur les défenses des plantes face aux herbivores, donc, qui grignotent les feuilles, face aux pathogènes, aux champignons, aux bactéries, enfin tout ce qui attaque une plante. Et à chaque fois, on a bien montré, maintenant c'est tout à fait admis, qu'une plante qui est attaquée ici par une chenille, sur ce schéma, petit plant de maïs, lorsque la feuille est grignotée par la chenille, qu'est-ce qu'elle fait, cette plante ? Premièrement, au contact des substances de la salive de la chenille et de substances contenues dans la feuille, donc il faut les deux, la rencontre des deux, salive de la chenille plus feuille grignotée, il y a une réponse de défense locale qui se déclenche. C'est-à-dire là, il y a des cellules qui se mettent à fabriquer des substances toxiques pour repousser l'agresseur, pour rendre les cellules immangeables. D'accord ? Réponse de défense locale. Deuxièmement, en même temps, cette feuille qui est grignotée, elle émet dans l'atmosphère, dans l'air, des substances volatiles. Ces substances volatiles, on les a identifiées, vont se répandre autour de la plante et vont en fait être perçues par les feuilles au-dessus et en dessous. Les feuilles qui n'étaient pas encore attaquées de la plante. Et la réponse de ces feuilles, c'est, excusez-moi, j'ai oublié, un signal donc volatile rapide qui est relayé dans les heures qui suivent, les jours qui suivent par un signal interne, par les voies de circulation des sèves, donc dissous celui-là, volatile celui-là. Et tout ça, le résultat, c'est que toute la plante se retrouve en quelques heures dans un état de défense maximum. Même les feuilles qui n'ont pas été attaquées par la chenille. Et toutes ces feuilles donc, sont bourrées de substances toxiques ou répulsives qui vont donc dissuader la chenille et ses copines de continuer à se promener sur cette plante. D'accord ? Donc ça, c'est à peu près bien montré. Alors là encore, attention, c'est bien montré dans des situations de laboratoire bien identifiées, sur des plantes bien identifiées. Là, c'est le maïs, on a travaillé sur le tabac, sur la tomate, le peuplier, j'en oublie, le riz, le blé, enfin tout ce qui se mange. En gros, les recherches en lien avec des objets agronomiques. D'accord ? Je vous rappelle, donc en gros, si je fais le compte, allez, je vais peut-être monter à 15 modèles dans les labos. 15, 20, allez, soyons larges. 20 modèles. Plus de 380 000 espèces de plantes à fleurs sur la planète. Donc là encore aussi, esprit critique, là, hein, dites-vous que quand les plantes font ceci, que les plantes font cela, oui, enfin les 15 plantes qu'on a étudiées en labo. Alors on fait une analogie, après, on se dit c'est sûrement pareil ailleurs, mais c'est pas prouvé. D'accord ? Donc, je résume, là, il y a bien des messages qui sont échangés d'un point à un autre, d'un point émetteur à un point récepteur. Ça, c'est la définition de la communication. Échange d'un message entre un émetteur et un récepteur. Ces messages dans un langage qui est compréhensible par les deux entités, par l'émetteur et le récepteur. Donc un langage codé, fait de molécules chimiques et de récepteurs qui les reconnaissent. Et ces récepteurs sont les mêmes partout dans la plante. Donc une feuille comprend sa voisine. Ça aussi, c'est de la communication. Troisièmement, c'est rapide, en passant par l'extérieur pour la plante. Ça va vite.
Donc tout ça, c'est bien de la communication, il n'y a pas de problème. Les plantes communiquent. Mais attention, est-ce que j'ai dit qu'elles communiquaient entre elles? Pas encore. Là, je vous ai montré qu'une plante communique d'un de ses organes vers les autres organes. Posons-nous la question, et alors, entre les plantes, quand on lit... Non. Ah oui, les racines, j'en parlerai après. Et si j'ai le temps. Et donc, quand on dit que les plantes attaquées émettent des substances qui vont alerter les voisines, vous l'avez lu comme moi partout, vous l'avez vu dans les films, partout. Alors, on va regarder. Toujours la plante saine attaquée, qui se met en état de défense maximale, on a compris, et qui émet des composés volatiles, nommés COV, composés organiques volatiles, les mêmes que tout à l'heure, dans l'air. Et qui vont, effectivement, ça a été montré en laboratoire, qui vont être perçus par une voisine qui se met dans un état de défense alors qu'elle n'a pas vu l'agresseur. On appelle ça le priming, en anglais la primed defense, donc le priming, une sorte de vaccination si vous voulez, d'accord, pour être à la mode en ce moment. Donc finalement, c'est à peine une vaccination, enfin elle est vaccinée par la perception de ces composés organiques volatiles. Et les interprétations qu'on lit partout, qu'on voit partout, c'est la plante, elle a de l'amitié pour sa voisine, elle est altruiste, et elle va alerter qu'elle est attaquée toutes les autres autour pour qu'elle se mette à se défendre. Pas beau ça? C'est pas beau la vie? Sachant quand même que dans les écosystèmes, ce qui règle la vie des écosystèmes et les équilibres, c'est deux choses. La première chose, c'est la compétition, surtout si les ressources sont abondantes. Ça, c'est contre-intuitif. La compétition quand les ressources sont abondantes. Et le deuxième mode de vie, c'est la symbiose, c'est-à-dire la coopération. Et justement, la coopération prend le dessus quand les réserves ne sont plus abondantes. Alors, l'altruisme, on n'est pas dans la coopération, enfin, pourquoi pas? Mais en tout cas, donc, critique. Les messages qui sont envoyés par l'air, il y a plein d'équipes qui ont montré qu'à l'extérieur, parce que ça c'est en labo, mais en extérieur, dans le vent, c'est perdu à très courte distance. Des publications qui montrent que 50 cm au-delà de la plante attaquée, il n'y a plus rien. Et les plantes deviennent sourdes autour, au-delà de 50 cm. Par le sol, madame, le sol. Les champignons mycorhiziens. Oui, on a montré en laboratoire qu'il y avait des... Non, pardon, je reprends. On a montré en forêt que les arbres étaient connectés entre eux par des réseaux de filaments de champignons vivant en symbiose au niveau de leurs racines, donc ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens. Ça, c'est bien montré. Il y a un lien physique entre des arbres d'une même forêt. Un arbre accueille une centaine, 200 souches de champignons différentes qui se répandent dans le sol et qui vont eux-mêmes se connecter à d'autres arbres. Et un même champignon peut connecter une trentaine d'arbres différents. Ça, c'est montré. D'accord? C'est ce que les chercheurs un peu farceurs ont appelé l'Internet de la forêt. Le WWW. D'accord? Le Wood Wide Web. Donc ça, oui, ça existe. Par contre, les substances qui sont échangées dans ce réseau, aucune idée. Aucune idée du bilan à l'échelle d'une forêt. C'est très compliqué à étudier. On a une petite idée en labo, dans un pot gros comme ça, dans lequel il y a 2 arbres. On est loin du modèle de la forêt quand même. Et là, entre ces 2 arbres, oui, on a démontré qu'il y avait des substances qui pouvaient se retrouver dans l'arbre d'à côté, qui circulaient d'un arbre à l'autre, mais moins de 1% de la quantité de substances fabriquées par l'arbre donneur. Moins de 1%. Entre parenthèses, quand je lis que les arbres mères allaitent leurs petits, ça me fait doucement rigoler. Parce que la quantité échangée est beaucoup trop faible pour expliquer une nutrition trophique. Peut-être par de la greffe de racines, mais ça c'est encore autre chose. Mais pas par les réseaux mycorhiziens. Alors par contre, cette quantité, ces effets, on ne sait pas encore. Et les équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus, les collègues de l'INRAE de Nancy, Francis Martin, lisez ses écrits en particulier, disent que c'est en cours d'analyse, de recherche, et les équipes à travers le monde ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on appelle un front de science. Donc ce qu'on lit dans les médias de manière un peu raccourcie, tout est faux. Tout est faux avec un parfum de vérité à la base. Des connexions potentielles, des échanges de substances en très faible quantité en laboratoire, et tout ça, on vous dit que ça papote.
Oui, il n'y a pas que sur les plantes, c'est sûr. Alors moi j'aime bien cette petite image parce que finalement cette communication de cette plante attaquée avec ses voisines, est-ce qu'on ne serait pas plutôt, alors ça c'est l'idée des chercheurs qui ont montré qu'au-delà de 50 cm, les plantes deviennent sourdes. Et le titre de la publi c'est la communication de la plante, ça serait pas plutôt un soliloque, c'est-à-dire elle parle toute seule en gros. Et lui, enfin, il propose, cette équipe-là, que cette communication qui peut être perçue par les voisines si elles sont proches, c'est un accident. C'est une communication pour la plante qui déborde. D'accord ? Et que finalement, c'est peut-être pas le Watergate, là, mais c'est le Plantgate. Hein ? Le scandale du Watergate, les écoutes, c'est pareil, il y a des plantes qui écoutent leurs voisines alors qu'elles reçoivent des messages qui ne leur sont pas destinés. Voilà une autre interprétation, je ne sais pas laquelle est la bonne, mais pour vous montrer que souvent on nous sert une seule interprétation, mais qu'il y a d'autres écoles de chercheurs qui pensent autrement. Front de science. Front de science, ça veut dire c'est en cours. Laissez le temps à la recherche, le temps de la science, il est long. Front de science ou savoir chaud. La différence entre les savoirs froids et les savoirs chauds. Les savoirs froids, c'est ce qui est établi, on sait bien depuis longtemps comment c'est fait l'intérieur d'un arbre. Voilà, par exemple. Ça, c'est des savoirs froids. Les savoirs chauds, c'est des savoirs qui sont toujours en discussion. Okay. Donc je rajoute cette communication. Oui, elle communique très rapidement par l'extérieur, par l'intérieur aussi, mais très rapidement par l'extérieur. Et peut-être, probablement, mais encore faut-il le démontrer, entre elles. Donc on a montré quand même pas mal de choses, et je vais terminer sur un dernier point, c'est ce point aussi qu'on voit pas mal dans les médias, ce terme de neurobiologie végétale. Je suis sûre que vous avez déjà lu ça, est-ce que ça vous a étonné ? Parce que neurobiologie, qu'est-ce que c'est ? La neurobiologie, c'est l'étude du système nerveux. C'est l'étude des nerfs, les nerfs, les neurones, de sa structure, de son fonctionnement, de l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle des organes, par exemple le cerveau. Voilà, ça c'est la neurobiologie. Et puis, qu'est-ce que c'est que le système nerveux ? Voilà, c'est ça le système nerveux, c'est-à-dire que c'est un réseau très complexe de cellules très particulières qui transportent de manière spécialisée des messages électriques sous forme de potentiel d'action. Je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais c'est très complexe. Okay ? Et puis est né en 2005 par il n'était pas tout seul, mais un chercheur italien, Stefano Mancuso, qui fait beaucoup d'écrits de vulgarisation. Ça veut dire, entre guillemets, vous pouvez les lire, mais exercer votre esprit critique, qui a créé une école qu'il a appelée la neurobiologie végétale, Plant Neurobiology. Il a entraîné avec lui des tas de collègues qui sont très actifs dans cette recherche. Ils ont créé une société savante et même un journal, une revue scientifique, dans laquelle paraissent leurs expériences, qui s'appelle Plant Signaling Behavior, ça veut dire la signalisation et les comportements des plantes. Dans ces publications, il y a des choses très intéressantes. Il y a vraiment des expériences qui sont très intéressantes, qu'on peut analyser, qu'on peut reproduire. Le propre d'une publication, c'est que normalement, on doit pouvoir reproduire l'expérience et avoir le même résultat. Et donc, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas du vent. Mais ils vont très loin dans les interprétations. Et donc, par exemple, voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même très controversé, ce mode de pensée. Alors, par exemple, ils cherchent à voir, c'est ça que j'ai oublié de dire juste avant, ils cherchent en fait des analogies dans les plantes de tout ce qui concerne notre système nerveux. Ils cherchent des analogies des potentiels d'action, des nerfs, du cerveau. Okay ? Donc des potentiels d'action, oui, ça existe dans le monde végétal. Les premiers ont été mesurés en 1907. C'est pas nouveau, sur la fameuse sensitive. Je vous passe les détails, mais on a trouvé des potentiels d'action dans les plantes. Cet influx nerveux, le problème, c'est que ces signaux électriques, ils sont perdus sur de courtes distances. On ne peut pas les suivre au-delà de 20-25 cm de plantes. Là encore, les images de ces films où on voit une biche qui broute une feuille et qu'un signal électrique se propage à travers le tronc, arrive jusqu'aux racines, se balade dans le réseau mycorhizien pour aller prévenir l'arbre qui est 10 mètres plus loin que ça remonte jusqu'à la cime. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'arbre de Pandora, c'est Avatar, c'est de la science-fiction. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça merveilleux. Mais ça, c'est pas de la science. Perdu, je vous dis, au bout de 20 à 25 cm. Aucune preuve d'une transmission d'un signal électrique d'un arbre à un autre. Les analogies qu'ils recherchent, alors là aussi pour faire court, dans une plante, il y a des systèmes de circulation des sèves. Il y a deux types de sèves qui circulent dans une plante. Dans le xylème ou bois, c'est l'eau.
Dans le libère ou phloème, c'est la sève fabriquée par les feuilles, la sève sucrée. Et dans ces systèmes, eh bien, cette école voit dans le phloème, ici, dans les tubes qui forment ces tuyaux dans lesquels circule la sève élaborée, il voit l'équivalent des neurones. Alors, il y a tout un argumentaire, hein, mais voilà. Dans les plaques qui séparent les cellules les unes des autres, quand elles forment ces tuyaux, il y a des plaques qu'on appelle les cribles, comme des passoires, si vous voulez. Eh bien, ils font des comparatifs avec les synapses, les endroits où les nerfs sont en jonction les uns avec les autres. Dans les substances qui s'échangent au niveau de ces cribles, ils voient des neurotransmetteurs, parce qu'effectivement, les substances végétales, moléculairement parlant, elles sont proches de certains de nos neurotransmetteurs. D'accord ? Donc il y a bien des choses qui se ressemblent dans les structures et dans la chimie, dans les molécules. Mais attention, hein, c'est pas parce que des gènes se ressemblent entre deux espèces qu'ils ont des fonctions analogues. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes très proches par nos gènes de plein d'autres choses. L'évolution s'est passée de la façon suivante. Il y a 3,8 à 3,3 milliards d'années, s'est éteint notre ancêtre commun à tout le vivant actuel. Alors bien sûr c'est un modèle, mais on connaît même l'identité. Enfin, on a sa carte d'identité à Lucas. Lucas, il a même un nom. Hein. Lucas, Last Universal Common Ancestor, dernier ancêtre universel commun. De cette unicellulaire sont issus 3 groupes de vivants actuellement sur la planète. Les bactéries, ici en bas à droite, les archées, on va dire des bactéries un peu particulières, si mes collègues microbiologistes m'entendent, ils me tuent. Et puis le dernier groupe, c'est les eucaryotes. Dans les eucaryotes, c'est ceux qui ont un vrai noyau dans leurs cellules, qui contient l'ADN, les chromosomes. Et là, c'est nous. Bon, presque. D'accord ? À 98%, c'est nous. Les animaux, vous avez ici les plantes. Au milieu, les champignons, qui au passage sont plus proches de nous que des plantes. Et en fait, oui, on a plein de gènes en commun selon le temps qui nous sépare les différentes branches qui bifurquent, le temps qui sépare de Lucas, vous avez des proximités plus ou moins grandes. Par exemple, nous avons quand même un tiers de nos gènes codants, c'est-à-dire fonctionnels, qui sont communs avec le chêne. Un tiers de nos gènes communs avec ceux du chêne, ou de la jonquille, ou du navet. C'est pareil, les plantes, quoi. Hein ? Ok ? Ah ben ça vous va moins bien tout de suite, le navet. D'accord. Au passage, 70% de nos gènes en commun avec l'oursin. Pour certains, ça se comprend, hein, les caractères un peu piquants. 98% avec les chimpanzés, etc., etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est le 1/3 de gènes codants entre un homme et une plante. Donc c'est normal qu'il y ait des ressemblances, parce que nous sommes issus du même creuset, parce que l'évolution a conservé des mécanismes efficaces et fonctionnels. Ok ? Je vous passe ça. Est-ce qu'on a un cerveau ? Est-ce que la plante a un cerveau ? Parce qu'ils essayent aussi de voir un cerveau dans la plante. La plante, non, elle n'a pas de cerveau. C'est un système qui est définitivement non centralisé. Chaque organe peut être coupé et remplacé. C'est même à peine un individu, une plante. Tellement c'est plastique. Et chaque cellule est sensible, chaque cellule perçoit. Il n'y a pas besoin d'un cerveau. Mais pour autant, ça n'est pas une écervelée, cette plante, parce qu'elle est tout à fait capable de tout capter, tout sentir, qu'elle est même capable d'intégrer tous les signaux perçus au niveau de l'organe, voire au niveau de la plante entière. Et on va bien avoir une réponse intégrée à l'échelle de la plante. La preuve, hein, la plante qui se redresse, qui se rectifie, c'est bien une réponse de la plante entière. Alors que ce sont des perceptions à l'échelle cellulaire. Donc il y a bien un système d'intégration. Mais comment ? On ne le sait pas. Mais il n'y a pas besoin de cerveau pour ça. D'accord ? Il n'y a pas besoin de cerveau, il y a bien des êtres qui le font sans cerveau. Là, j'ai pris l'exemple des colonies d'insectes, mais il y a aussi tous les animaux qui sont dépourvus de cerveau, qui ont des systèmes nerveux diffus, comme les éponges, par exemple. Et une éponge, ça marche très bien aussi. Donc il n'y a pas besoin d'un cerveau pour intégrer. On pense que l'intelligence végétale, on pourrait plutôt la comparer à l'intelligence collective en essaim des colonies d'insectes, ou bien à ce qu'on appelle l'intelligence distribuée, en absence de centre intégrateur. Alors, je conclus. Alors, finalement, sont-ils intelligents ? On a montré des choses quand même. On a montré qu'elles étaient capables, elles et ils étaient capables de traiter l'information.
Et on a identifié des capacités cognitives. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais on peut même décrire des comportements intelligents. Des comportements, là aussi, en éthologie, ça a une définition. Le mot comportement, c'est un ensemble de mouvements et de réponses physiologiques qui va dans le même sens pour répondre à un problème. C'est exactement ce qu'elles font, donc on peut parler de comportement. On vient de voir rapidement que l'intelligence était plutôt une intelligence collective ou distribuée. Et puis finalement, moi je voudrais conclure sur le fait que peut-être qu'on cherche à tout prix à avoir une intelligence qui ressemble à la nôtre dans une plante ou dans un arbre, mais que c'est peut-être une intelligence qui leur est propre, d'accord ? Parce que je vous rappelle que l'animal dont l'homme et la plante, c'est quand même deux expériences de vie différentes. J'emprunte à Francis un extrait, Francis Allais, de son éloge de la plante, dans laquelle vous voyez la comparaison entre une plante ici et un animal ici. L'animal qui a une vie mobile, c'est un petit volume, avec un développement défini, ça veut dire qu'il se termine, des surfaces d'échange qui sont toutes internalisées à l'intérieur pour pouvoir se déplacer et porter ces surfaces d'échange. Et c'est un grand dépenseur d'énergie, l'animal. D'accord ? À l'inverse, la plante qui vit fixée, c'est tout l'inverse. Ce sont des grandes surfaces, un développement indéfini pendant toute la vie de l'arbre. L'arbre se développe jusqu'à sa mort. Les surfaces d'échange de cet arbre sont toutes externalisées. Ce sont ses feuilles et ce sont bien sûr toutes ses pointes racinaires. Et lui, c'est un concentrateur d'énergie. Donc on est vraiment sur deux voies évolutives opposées. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais peut-être que l'intelligence de ces deux voies n'est pas la même. D'accord ? Puisque les problèmes à résoudre pour un homme ou pour une plante sont différents, les formes d'intelligence le sont peut-être aussi. Et donc je vous invite à vous glisser dans la peau d'un arbre, du titre de mon dernier livre, ou comme a fait Vinciane Després qui s'est glissée dans la peau d'un rat. Elle a écrit des livres qui sont passionnants, hein, Penser comme un rat. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ? Donc en fait, elle est éthologue, et elle vous raconte le comportement et l'intelligence animale. Et moi je vous dis, si on pensait comme un navet, allons-y, pourquoi pas ? Et donc ces plantes, voilà, et elles sont autres. Elles sont un monde autre, un monde, une altérité, au sens différence, qui est absolument fascinante. Et on n'a peut-être pas besoin de coller notre mode de fonctionnement sur leur corps. Attention, je vous rappelle, à tout ce qui doit développer votre esprit critique, controverse, pseudo-science, tout ce qui est... Dès qu'on fait un peu trop d'anthropomorphisme, voire d'anthropocentrisme, eh bien, il faut se méfier. Et effectivement, pourquoi vouloir à tout prix voir de l'homme dans l'arbre ? Et je vous invite à relire Vercors, Les animaux dénaturés, dans lequel, je ne vous dis pas la chute, les tropies, c'est-à-dire ces créatures qui ressemblent à des singes, à moitié à des hommes, la discussion c'est, sont-ils des hommes ou ne sont-ils pas des hommes ? D'accord ? Et donc, je vais rester mystérieuse, mais je me pose la question, les arbres seraient-ils des hommes dénaturés ? Pour voir à tout prix de l'homme dans les arbres, regardez même cette gravure du 18e, c'est le système sanguin d'un homme. Et le dessinateur en a fait un arbre. Ça, c'est les photos qui traînent sur Facebook partout en ce moment, sur les réseaux sociaux. Vous avez des tas, ce qu'on appelle des pareidolies, c'est-à-dire des formes de la nature qui rappellent des formes d'hommes ou de femmes. Pourquoi ? Finalement, on a moins peur de ce qui nous ressemble, peut-être. D'accord ? Et là, il faut lutter contre ça. Lutter contre ça parce que ça veut dire qu'on se place en dehors du reste. Et que finalement, tous les autres m'en font peur, donc je préfère les hommes, et les hommes sont au centre de tout. Donc lutter contre l'anthropocentrisme. Et donc moi je dis, pourquoi pas, prenez-vous pour des navets, hein ? Ou regardez, il y en a d'autres qui ont fait avant vous, hein, Gainsbourg, là, l'homme à tête de chou. Et puis là, j'ai trouvé sur internet un site de geeks, des jeux vidéo et tout ça, et là il y a des hommes poireaux, il y a des hommes patates, il y a des hommes carottes. Ah, c'est génial, hein, je vous invite à aller voir ça. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez lire des bons livres. Voilà. Dans ce livre, j'ai essayé de mettre toutes les connaissances scientifiques sur les arbres en 2021. Il est sorti en mars 2021. D'accord ? Et puis, je vous conseille des lectures de mes collègues. Ici, c'est les lectures de Marc-André Sellos, par exemple. Lui, vous ne voyez pas bien, mais c'est le bouquin de Quentin Yernaud, qui est un philosophe. Ça s'appelle « Du comportement végétal à l'intelligence des plantes ». Il est téléchargeable gratuitement sur Internet. C'est une édition Quae, c'est les éditions de l'INRAE, et on peut télécharger le PDF.
Hiernaux, H-I-E-R-N-A-U-X. Vous pouvez lire des articles, j'en ai sorti quelques-uns, et Le génie des arbres, si vous arrivez à le voir, le problème c'est que il n'est pas en libre accès, hein, sauf quand il est piraté et mis sur Facebook, mais ça dure quelques heures. Et puis il y a des débats, là, par exemple au mois de mai, là c'est moi, et là c'est Quentin Hiernaux et Jacques Tassin, et nous étions invités à un débat à la Bibliothèque nationale de France pour discourir, peut-on parler d'intelligence végétale ? Vous avez remarqué qu'à la fin, la réponse, elle n'est pas tout à fait oui. Ça dépend de quoi on parle, hein, en gros. Voilà, et je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez encore des questions, peut-être le temps que Véronique s'installe, mais... Donc vous, là, pour ceux qui n'entendent pas, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui se, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se transmettent pour un ordre d'une génération à une autre? C'est ça que vous voulez dire? Alors, oui et non. C'est-à-dire, on travaille sur ce qu'on appelle des mécanismes épigénétiques. Les mécanismes épigénétiques, c'est comment au cours de la vie, nos chromosomes, et ceux des plantes aussi, s'ornent de marques chimiques en lien avec l'environnement. Ça, c'est l'épigénétique. Et il y a certaines de ces marques qui persistent et qui sont transmises à la descendance et qu'on va retrouver dans les graines. Donc la mémoire dont vous parlez, l'apprentissage dont vous parlez, il existe. C'est-à-dire que ces marques sont en lien avec ce qu'a vécu la plante dans son milieu. Et on a montré, par exemple, que des graines issues des glands bretons, plantés en Auvergne, pousseront moins bien que les glands auvergnats. D'où tout l'intérêt, vous savez, peut-être qu'il y en a là dans le salon, j'ai pas vu, est-ce qu'il y a le label végétal local? Voilà, le label végétal local, c'est empirique, mais c'est génial, parce qu'en fait, là, on produit des plantes à partir de graines ramassées dans le coin, ou des boutures faites sur des plantes du coin. Donc en fait, on permet la transmission de cette mémoire de l'expérience vécue. Donc c'est toujours mieux, effectivement, que d'aller chercher des arbres ou des plantes ailleurs qui n'ont pas vécu dans le même milieu et les replanter à un endroit. C'est bon? Je crois qu'il y a... J'ai une petite question. Oui, pour poursuivre, hein, parce que peut-être ça risque après... Voilà, on va tout décaler. Voilà. Il y a un café botanique qui est un petit peu plus bas. Je ne sais pas si Catherine Laine aura le temps, oui, voilà, mais elle peut y aller, on peut l'aider à transporter ses livres là-bas. Et il peut y avoir un échange à bâton rompu comme ça au café botanique. C'est